Bonjour monsieur, Mathieu Rabéchaud de l'AFP. Vous avez livré moins de Falcon que prévu en raison des difficultés de la supply chain qui persistent. Dites-vous, est-ce que vous craignez que ces difficultés soient susceptibles d'impacter la montée en cadence du Rafale? Alors oui, le risque est là. Maintenant, on s'attache, comme je l'ai dit tous les jours, à faire en sorte qu'on lève les points un par un. Pour l'instant, on tient sur le Rafale et sur le Falcon, parce que on avait prévu de livrer 35, on en livre 32. Bon, voilà, il y a eu aussi les annulations d'avions russes, etc., etc. Donc on est pratiquement sur le trait. Donc on tient, mais c'est vraiment une gymnastique de tous les jours. Et quand vous avez la veille de livraison d'un certain nombre d'équipements, on vous dit que la société, elle va pas bien, elle va pas pouvoir vous livrer, votre temps de réaction, vous voyez, l'anticipation est proche de zéro. Donc on s'organise et on met en place des équipes au sein de nos opérations industrielles et nos circuits d'approvisionnement pour être capable de réagir très vite et de faire basculer ces productions vers ceux qui sont en meilleure santé. Et c'est jamais facile de basculer une production, voire de reprendre un certain nombre de temps en temps de production pour être capable d'assurer ces livraisons. Donc oui, il y a un risque aussi bien sur le Rafale que sur le Falcon. Mais vous avez vu, c'est la force de la société. Alors ça nécessite beaucoup d'énergie. De temps en temps, je crie fort. Mais pendant le Covid, qui n'était pas non plus une crise simple, on a livré tous nos avions à l'heure. Ce qui a été vu d'ailleurs par nos clients Rafale, en particulier par l'Inde, qui était quand même très impressionné par le fait que malgré le Covid, on a livré à l'heure. Ce qui veut dire que nos personnels avaient repris le travail, ont bossé dans des conditions qui n'étaient pas faciles. On a remis en place, comme vous le savez, toute la problématique sanitaire. On s'est réorganisé, on s'est adapté. C'est la force de cette société et de ses sous-traitants, parce qu'on n'est pas seul. On tire nos 500 entreprises derrière et c'est avec elles nous font confiance. Et même si certaines ont des difficultés, on arrive en général à trouver des solutions. Alors le problème n'est pas de trouver des solutions générales, le problème c'est de trouver des solutions à tous les problèmes. Il suffit d'une vis de 5 pour ne pas livrer un avion. Merci bien. Bernard Bertucco-Vandame, Presse Agence Côte d'Azur. Vous avez répondu dans votre exposé à pas mal de choses. J'ai 2-3 questions, je ne sais pas si vous les lancer tout ensemble. On a parlé du MCO tout à l'heure, la modernisation des conditions opérationnelles. En termes de prospective dans votre groupe, comment vous envisagez la MCO? J'ai d'autres questions, si vous voulez les noter, hein, j'en ai 2-3. Je note tout. Donc vous nous avez parlé du bon retour du salon aéro India à Bangalore. On a bien noté. On a parlé un petit peu de Phoenix aussi tout à l'heure. Pouvez-vous nous donner l'avancement des travaux et quand est-ce que vous inaugurez ce site? 2 autres petits points qui sont des points de rupture. Des ruptures, vous l'avez évoqué aussi, les ruptures dans les recrutements et dans les approvisionnements, compte tenu du contexte géopolitique mondial. Je prends pour exemple le titane ou tout ce genre de matériaux qui vient de tous ces pays-là. Au niveau des compétences, c'est pareil. On vient de vivre quelque chose d'assez ahurissant en France où il y a eu une corrosion des systèmes de refroidissement chez EDF et il n'y avait plus de soudeurs. Alors je ne sais pas si on a toujours des soudeurs chez Dassault, mais voilà mes questions, monsieur le président directeur général. Merci. Je vais commencer par la dernière. D'abord, on n'est pas EDF et on a toujours des soudeurs. Donc, on y arrive. Et comme je l'ai dit avant, c'est difficile. Mais on a des métiers. On fait très attention à ce que ces métiers puissent s'alimenter. Voilà. Alors, la difficulté du moment, outre les problèmes géopolitiques, c'est aussi qu'on rentre dans une phase où beaucoup partent à la retraite. Et que donc, il faut être sûr que ces compétences qui va du meilleur des ingénieurs du bureau d'études jusqu'au meilleur des soudeurs de la fabrication, puissent transmettre son savoir-faire et l'améliorer, puisque les jeunes générations l'améliorent grâce au digital, grâce à tout un tas de nouvelles technologies. Mais il y a quand même le métier de base qu'il faut préserver. Donc c'est toute la difficulté d'une petite entreprise, car Dassault est une petite entreprise, mais c'est aussi toute la force d'une petite entreprise, car elle est sur ces sujets-là. Je dirais pas que je m'occupe tous les jours de ça,
mais j'ai un œil sérieux sur le sujet, parce qu'il est très important pour une société comme la nôtre de garder ses compétences. Donc nous, on y arrive. On arrive encore à trouver des soudeurs, on arrive à trouver des Schumach. Voilà. Et ils sont d'ailleurs très fiers, nos chaudronniers, d'être chez nous, parce que chaudronnier dans l'aéronautique, c'est la Rolls du chaudronnier. Et donc, on arrive à en recruter et à les former, parce qu'ils arrivent, il faut après les former, et ça, c'est fait traditionnellement chez Dassault Aviation, un petit peu selon la forme du compagnonnage, c'est-à-dire qu'un ancien prend en charge un jeune et lui apprend le métier sur le terrain. Voilà, ça, c'est ça. Donc ça nécessite un peu de temps. Ça crée beaucoup de travail en réalité, puisque vous formez les jeunes, il y en a beaucoup, et au même moment, il y a une montée en puissance, et au même moment, on a du mal à recruter. Donc c'est une course permanente au recrutement, et puis on peut pas recruter n'importe comment. Et puis on a envie de recruter des femmes. Vous voyez, donc c'est un bon sujet pour nos RH, qui sont sur ce sujet-là en permanence avec l'aide de tous nos directeurs. Donc ça, c'était pour la dernière question. Sur le titane, la réponse est oui. On était dépendant du titane russe. Donc les sanctions arrivant dans les deux sens. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le titane russe pour faire des avions de combat, ce qui paraît normal, puisqu'on n'est pas du même côté de la frontière, on va dire. Donc nous avons mis en place des fournisseurs alternatifs qu'on avait déjà. On n'était pas 100% titane russe. Donc on les fait monter en puissance, il y a des tensions sur ces fabricants de titane, et nous sommes en train de mettre en place, d'ouvrir des nouveaux sourcings pour le titane. C'est vrai pour le titane comme pour l'électronique. Si vous prenez les composants, nous avons des composants dans nos calculateurs de commande de vol. Nous avons des composants dans tous les équipements que Thales ou d'autres nous livrent sur le Rafale. Donc pour l'instant, ça passe encore, mais ça a été aussi compliqué. Quand on trouve aussi des fois à des prix qui avaient explosé. Vous avez vu le prix de l'acier, le prix de l'aluminium, ça a fait le yo-yo, etc. Bon, tout ça a été pris en compte. Ça a bien occupé l'année 2022 et ça va encore beaucoup occuper l'année 2023 avec un certain nombre d'incertitudes, sans compter le renchérissement du prix de l'énergie qui a fragilisé un certain nombre de PME. Sur la première question, si j'arrive à me relire moi-même, MCO. Comme je l'ai dit, le MCO pour nous, c'est d'offrir un service à nos utilisateurs. Donc on prend la verticalisation de la condition opérationnelle, c'est-à-dire qu'on dit, nous, l'avionneur, on va s'occuper de tout. Alors il y a le moteur qui est toujours un peu à part, parce que c'est en soi déjà quelque chose qui vit sa vie, mais tout le reste, on s'en occupe, et donc on livre à nos clients une disponibilité. Alors il y a des tas d'hypothèses, et ça nous permet, quand on s'engage sur 10 ans, de mieux réguler les approvisionnements dont on a besoin en termes de rechange, les retours vers les équipementiers ou vers les fournisseurs pour les grandes visites ou pour les révisions générales d'équipements. On peut faire des plannings sur 10 ans, ce qui évite ce qu'on voyait dans le passé, des pics. Je me rappelle très bien à une époque, toutes les commandes de vol revenaient au même moment. Alors, il y a un moment donné, on était saturés, les militaires n'étaient pas contents parce qu'il leur manquait. Là, on peut faire des programmes, des plannings et s'organiser. Donc c'est vrai, sur le Rafale, ça a tellement bien marché sur le Rafale que ça a été étendu à l'Atlantique 2, ce qui est une gageure, parce qu'à l'Atlantique 2, il y en a une vingtaine en service. Tous les fournisseurs originaux ont abandonné leurs obligations de soutien, qu'on a été obligé de récupérer. Honnêtement, pour nous, c'est difficile de maintenir en condition opérationnelle la TL2. On le fait parce qu'on sent que c'est notre obligation vis-à-vis de notre client, vis-à-vis de nos armées, qui est la Marine nationale. Et c'est vrai aussi pour les Mirage 2000, où là, on a une autre difficulté sur les Mirage 2000, c'est contrairement au Rafale, qui est le bon choix, le Rafale, il n'y en a qu'un. Pratiquement, il est le même au train d'atterrissage près de la Marine. Le Mirage 2000, vous avez le 2000D, vous avez le 2000-5, vous avez les anciens 2000. Donc c'est plus compliqué en termes de gestion de flotte, parce qu'en réalité, on gère des petites flottes. Et le Rafale aura beaucoup de communalités France et export. Donc c'est plus facile pour nous qui avons les contrats export et la maintenance des contrats export et CMCO France pour s'organiser en termes de main-d'œuvre et en termes de flux logistiques. Voilà, nous, notre philosophie. Je pense que les armées en sont fort satisfaites. Véronique. Ah oui, il y avait Sergi, excusez-moi, je n'ai pas dit. Sergi, c'est livraison fin d'année. Alors,
Je le dis avec toute la précaution parce que dans le bâtiment, ça a été aussi encore plus compliqué que dans la fabrication des Rafales. On a eu beaucoup de retard. On a eu des gens qui nous disent bon, votre toit, on le fait plus parce que l'énergie coûte tellement cher qu'on arrête, donc au milieu du gué. Enfin bref, quelques péripéties qu'il a fallu gérer en parallèle. Mais après, tout à l'heure, ça avance bien. Oui, ça avance. Bonjour, Anuradha Chapar, Times Aerospace. J'ai une question sur l'aviation d'affaires, sachant que pendant la crise, il y a eu donc plus de... c'est le segment qui a mieux résisté par rapport à l'aviation commerciale. Comment vous voyez l'évolution de ce marché et quelles sont les perspectives pour les Falcon, notamment la nouvelle génération, les nouveaux et vous avez parlé de la montée en cadence. Donc voilà, merci. Merci. Écoutez, d'abord, plein de bonnes choses pour les nouveaux arrivants Falcon, le 6X et dans quelques années le 10X. C'est attendu par le marché. Ce marché est actif. Pourquoi il est actif ? Contrairement à l'image aussi, il est actif parce que le monde et les pays ont besoin, et les sociétés dans les pays ont besoin de continuer à se développer, à faire de l'industrie, à faire du commerce. Et que le meilleur moyen de faire du commerce pour un certain nombre de grandes entreprises qui sont des sociétés implantées un peu partout, qui ont des fournisseurs un peu partout dans le monde, qui ont des clients un peu partout dans le monde, c'est de voler, et plutôt de voler en avion d'affaires, parce que vous faites du point à point, c'est-à-dire que non seulement vous allez à un endroit, mais après vous pouvez faire tout un cheminement avec votre avion, et changer les heures de rendez-vous, parce que c'est jamais toujours exact, et puis aller, vous allez aux États-Unis, puis après vous allez voir 4-5 sites aux États-Unis. Vous n'êtes pas obligé de reprendre l'avion domestique et avec toutes les contraintes que ça peut avoir, des grands aéroports, des vols annulés, etc. Parce que ça a été compliqué pour l'aviation commerciale. Donc moi je vois pour l'aviation d'affaires un fort développement, et en plus, je pense que l'avion d'affaires se décarbonera avant l'aviation commerciale. Pour la simple et bonne raison que quelqu'un qui utilise un avion d'affaires est prêt à payer un peu plus cher son carburant, qui sera un carburant bio ou un carburant demain synthétique alternatif, et que c'est plus difficile pour les compagnies aériennes, sauf à augmenter le prix des billets, et elles hésitent. Bon, ceci dit, c'est pas mon business, mais je pense que l'aviation d'affaires sera décarbonée avant l'aviation commerciale. Donc je vois un beau développement, et aujourd'hui le marché, je ne l'ai pas dit, mais c'est principalement les États-Unis et l'Europe. Et vous avez l'Asie qui remonte sans la Chine, la Chine c'est plat. Pardon. Le Moyen-Orient, ça a toujours été une petite part, elle est là. On vend des avions au Moyen-Orient, on livre des avions au Moyen-Orient. Ça n'a pas été... voilà. J'espère qu'avec le 6X, qui est un range intéressant pour le Moyen-Orient, c'est 1500 nautiques, ça permet d'aller aux États-Unis, ça permet d'aller en Asie. Je pense que ça sera un avion qui va se développer beaucoup et qui va nous aider à progresser au Moyen-Orient. Entre autres, pas qu'au Moyen-Orient. Bonjour, Véronique Guillermard pour Le Figaro. Vous venez d'effleurer le sujet. J'avais une question sur la Chine, où on a assisté à la fin brutale de la politique zéro Covid. Donc du coup, est-ce que ça refait de la Chine un marché attractif pour le Falcon, ou pas du tout, parce que c'est trop tôt, trop lent, enfin voilà. Une question sur la Russie. Est-ce que vous pouvez préciser combien d'avions ont été annulés dans votre carnet de commandes ? Et enfin, une question qui concerne plutôt les RH et le social. J'ai lu sur un des slides 1500 recrutements, mais j'ai pas bien compris si c'était au titre de 2022 ou les prévisions 2023. Donc, auquel cas, est-ce que vous pouvez préciser quel est votre plan d'action en matière d'embauche pour 2023 ? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont passés les NAO et si vous les avez achevés et nous donner le résultat des courses, en quelque sorte ? Merci beaucoup. C'est un programme, Véronique. Sur la Russie, je réponds tout de suite, on ne donne pas le chiffre d'avions annulés, mais c'est entre 10 et 15% du carnet de commandes. Donc vous avez un ordre de grandeur. Ça a été significatif ce qui nous concerne. Et je mets une parenthèse, ça a été aussi significatif pour nos stations-service. Les Russes faisaient réviser leurs avions plutôt en Europe. Et donc toutes nos stations-service en Europe, pas que nous, tous nos concurrents de même, ont eu une baisse de charge assez importante. Voilà. Ça, c'est pour la Russie. Pour la Chine, je vais vous répondre par une boutade.
c'est le plus grand marché du monde. Et c'est là où on vend le moins d'avions. Alors je crois que c'est comme d'habitude. C'est un énorme potentiel, on y croit depuis longtemps. Mais on ne vend pas parce qu'il y a le Covid, on ne vend pas parce qu'on dit qu'il y a des problématiques politiques, on ne vend pas parce qu'ils préféreraient fabriquer les avions que les acheter, on ne vend pas parce qu'ils préféreraient en acheter 100 pour avoir le prix pour 100 plutôt que le prix pour 1. Et il y a toujours des bonnes raisons. Bon, alors nous sommes, je vais me faire engueuler par les vendeurs sur la Chine, mais voilà, c'est pas la Chine qui nous fait vivre, ni hier ni aujourd'hui. Alors demain, on ne sait jamais, hein. Comme diraient mes amis moyen-orientaux, Boukra Inch'Allah. Mais c'est voilà. On ne fait pas des plans sur la comète sur la Chine. Ceci dit, un 10X serait tout à fait adapté à la Chine. Comme il sera adapté à l'ouest des États-Unis, comme il sera adapté à la France pour ceux qui veulent aller très loin, en Asie lointaine en particulier. Sur les recrutements, oui, on a embauché 1500 personnes au titre de 2022. Ce qui est énorme, parce qu'il faut les intégrer, etc., etc. On en embauchera autour de 1000 encore en 2023. C'est notre objectif. Et vous verrez, puisque vous le voyez, les effectifs n'augmentent pas de ça, hein, puisqu'il y a les départs en retraite. Hein, donc on est dans un vrai renouvellement des effectifs en ce moment. Et comme on a la montée en puissance, alors les équations ne sont pas si simples, parce qu'on redonne du travail à notre sous-traitance aussi. Ça a été un peu plus dur pendant les années Covid. Là, on leur renvoie la balle en leur redonnant du travail, puisqu'on en a beaucoup. On partage aussi ce travail avec la sous-traitance. Le troisième point, c'est les NAO. Je voudrais rappeler sur les NAO 2022 qu'on a eu une crise. Vous le savez, on est sorti de crise avec une NAO pour les cadres à 4,2%, pour les non-cadres en moyenne à 7,5%. Je dis bien en moyenne parce qu'en réalité, on a fait une augmentation uniforme, c'est-à-dire on a donné 140 € à tout le monde, ce qui faisait une augmentation moyenne pour les non-cadres de 7,5%, beaucoup plus pour les petits salaires. Pour les petits salaires, il n'y en a pas en dessous de 1,5 SMIC, hein, et on les compte sur les doigts d'une main. Et on ne compte pas la participation à l'intéressement, et on ne compte pas la prime PEPA, etc. Bon, sur 2023... on est au milieu de la négociation, plutôt à la fin. J'ai proposé 6% pour les cadres et les non-cadres. Ça n'a pas l'air encore de satisfaire pleinement, donc on verra ce qui se passe dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Mais je tiens à rappeler, c'est 6% de salaire qu'on a augmenté en moyenne de 7,5% l'année dernière pour les non-cadres, à laquelle on rajoute 4 mois net de salaire, hein. Il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de etc., auquel on rajoute 500 € qu'on a versé à la fin 2022. Cette année, il n'y a pas de prime Émirat, mais il y aura une prime Salon, etc., etc. Croyez-moi, je ne suis pas sûr qu'on trouve mieux ailleurs en France. D'ailleurs, est-ce que vous, les journalistes, vous avez 6% d'augmentation? Je vais me faire engueuler par le Figaro, mais... voilà, donc je travaille pas pour vous, Charles. Mais voyez, quand je vois certains articles qui disent c'est un scandale, Dassault n'augmente ses prix que 6%, mais attendez... Et je ne suis pas parmi... les résultats que je viens de vous démontrer, avec un 8,3% en marge opérationnelle, on n'est pas dans le top des marges, hein. On est bien, hein, je critique pas, mais on n'est pas dans le top des marges, mais on est quand même dans le top des augmentations. Voilà. Bon, c'est histoire de vous donner du fuel pour vos articles. Vincent Lamijon, Challenge. Bonjour. Un petit calcul. Vous avez 164 Rafales en carnet de commande à livrer. Si on compte sur les 42 de la tranche 5 française cette année, plus les 36 de l'Indonésie, donc 42 moins 6, on dépasse déjà les 240, probablement en 2023, pour seulement 15 Rafales produits sur la même période. Donc la question est la suivante. Quand verra-t-on l'essentiel de la montée en cadence, et quelle est votre cadence maximale que vous pouvez atteindre? Est-ce que c'est une trentaine, un peu plus? Et la question c'est quelle est la limite de l'outil industriel de Dassault Aviation? Est-ce que vous pouvez monter au-delà de 3 par mois? Voilà. Alors, 2023, c'est assez simple, c'est qu'en fait, les contrats, ça a été en deux parties, hein. Il y a les anciens contrats des années 2015, etc., et il y a eu les nouveaux contrats.
en réalité, donc 2023 sera quasiment exclusivement réservé à la France. Nous livrerons 14 avions à la France. Et on en a livré un à la Grèce, qui sera l'unique livraison export. Pour une fois, je donne un détail, mais voilà. Donc, tous les nouveaux contrats, c'est-à-dire les 31 égyptiens, les 80 Rafale, dont je reparlerai après, et les complémentaires Grèce, on va commencer à livrer la Grèce dans l'année prochaine, mais les neufs, les nouveaux, mais ça vient après. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est pas avec 15 par an qu'on fait passer ces flux, surtout si on a les commandes. Alors, pour l'instant, on les a pas, hein, mais voilà. Donc, on a anticipé le passage à cadence 3 depuis déjà des mois, depuis un an pratiquement. Et donc l'important étant qu'on prévienne notre supply chain, dont je répète qu'elle était en difficulté par les ramp-up, de la programmer pour leur dire attention, passez à cadence 3, on va s'organiser pour que quand les commandes vont devoir être livrées, et surtout quand de nouvelles commandes risquent d'arriver, quand je dis risque, on prend encore les commandes chez Dassault, on n'a pas fermé totalement le guichet, on puisse arriver à livrer. Donc on est capable de faire cadence 3, on est parti pour faire cadence 3, on pourrait monter encore un peu au-dessus. Après, on étale, hein. Vous allez vite voir que si vous prenez les années 2027-2030, il y a les Émirats Arabes Unis, puisque c'est à peu près vers ces années-là, etc. On attend de voir comment la France va décliner les 42, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça vous a pas échappé, prendre des avions en commande, c'est une chose, les livrer, c'en est une chose, parce qu'il y a des autorisations d'engager. Ça, ils arrivent à peu près à trouver. Puis après, il y a des crédits de paiement. Il faut payer. Parce qu'effectivement, quand on livre un avion, il faut le payer. On est un peu mercantile chez Dassault. Mais les payer, ça veut dire qu'il faut des budgets. Il n'y a pas que la loi de programmation militaire. Il faut aussi des budgets. Donc, en général, il y a la tentation d'étaler, honnêtement, le trou de plus de 4 ans. Parce qu'en réalité, je dis 4 ans, mais c'était 3 fois rien l'année d'avant. C'est quand même difficile. Heureusement qu'on a eu l'export. Heureusement qu'on a eu l'export. Sinon, on avait un arrêt de fabrication, pur et simple. Bon, donc là, on en est à l'envers, mais on n'est pas à cadence 3 en 27-30. Donc on a encore le quoi de prendre des contrats. Et on va aller les chercher. Bonjour, Tara Patel de Bloomberg. Justement, est-ce que vous pouvez nous commenter sur les perspectives de nouveaux contrats Rafale, je pense peut-être Colombie, Inde et autres, Indonésie. Merci. Alors, je le ferai pas parce que par tradition, je le fais peu. Et puis en plus, je peux me tromper. Parce que, vous voyez, la Colombie, j'arrête pas à miser sur la Colombie l'année dernière quand on s'est parlé ici même. Donc je vais être prudent. C'est sorti dans la presse déjà de la volonté des Colombiens. Donc oui, nous discutons avec les Colombiens. Est-ce qu'on signera? On verra. Oui, nous sommes très engagés à essayer de gagner un contrat en Inde de 26 Rafales pour la marine indienne. Ça serait depuis bien longtemps un premier contrat pour des avions vers une marine internationale. Ça s'est déjà fait avant, je ne rappellerai pas où, mais ça serait assez intéressant. Ça serait assez logique, parce qu'ayant déjà des Rafales avec l'Indian Air Force, à avoir le même avion au train près pour la marine, il y a une forme de logique. Donc oui, on est engagé à avoir ces contrats-là. On a parlé de l'Indonésie. C'est plus une problématique de mise en vigueur que de contrats. Ils sont signés, hein, les 42 avions pour l'Indonésie, donc les 36 supplémentaires. Et puis il y a d'autres prospects dont je ne parlerai pas, mais je peux vous dire il y a des prospects. Oui, Monsieur le Président, en acceptant de prendre la tête du SCAF en coopération, est-ce que vous ne vous êtes pas engagé dans un pari tout à fait intenable? Parce que moi, je vois 3 obstacles pratiquement très difficiles à surmonter. Le premier, c'est vous allez devoir jongler avec le Bundestag qui change d'avis comme de chemise. Le deuxième point, c'est que, en fait, vous allez devoir satisfaire 2 armées
qui ont des besoins, au moins deux. L'une qui est braquée vers l'Est, à juste titre, et puis nous qui sommes à l'Ouest, avec l'immense territoire des dom-toms. Puis troisième point, pas le moindre, c'est que vous allez devoir coopérer avec Airbus Défense, qui n'a pas fait en propre d'avion militaire depuis une éternité. Parce que Airbus Défense, c'est un des morceaux de sociétés anciennes qui n'ont jamais fait vraiment d'avion militaire. Sauf si je me trompe, la seule bribe qui vienne de France, c'est Nord Aviation qui a fait le Griffon en 1950. Alors leur connaissance à Airbus Défense, pas là. Alors en même temps, on vous voit très serein, très tranquille. Donc vous avez une arme totale pour vous défendre. Je crois que c'est le Rafale. Vous me direz si c'est vrai ou faux. Autre question totalement différente. Vous avez parlé des négociations annuelles exceptionnelles chez Dassault. Mais je pense que, est-ce que c'est vraiment en rapport avec les résultats exceptionnellement exceptionnels financiers que vous présentez ? Je vais tout de suite aller sur la deuxième question. La première est plus... La deuxième, les résultats exceptionnels, ils ne sont pas exceptionnels. C'est des résultats... alors, pour Dassault, ils sont pas mal. Ils sont 1% de mieux que l'année dernière. Il n'y a rien d'exceptionnel. La prise de commande est exceptionnelle. Ça, je suis d'accord. Et je l'ai dit. Mais le résultat, il est 8% de marge opérationnelle. Si je regarde mes pairs, je suis en dessous. Alors, je ne devrais pas le dire devant le représentant de l'actionnaire qui va m'engueuler en me disant « mais c'est pas normal ». Mais si vous prenez les grands électroniciens, ils gagnent plus. Regardez les résultats de Thales hier, c'est 11% de marge opérationnelle. Si vous regardez les sociétés américaines, c'est beaucoup plus. Si vous regardez Airbus, donc honnêtement, ils sont où les résultats opérationnels? Non, c'est des résultats normaux. Et ces résultats normaux, quand ils passent en net, grâce aussi à la contribution de Thales et nos résultats propres, je partage quasiment 50-50 entre les salariés etc. Donc, les NAO, je suis d'accord, ça n'a rien à voir avec la participation à l'intéressement, ça c'est très bien. Ce qui fait que d'ailleurs, si les NAO n'ont rien à voir avec la participation à l'intéressement, c'est légal, donc je le dis. Mais finalement, et si je supprimais la participation à l'intéressement, si je revenais au légal, qu'est-ce que diraient les salariés? Ils ne seraient pas contents parce qu'ils le touchent, c'est 3 mois, 4 mois. Donc quand il y a des bons résultats, ils touchent. Puis si jamais on avait du négatif, c'est déjà arrivé dans l'histoire de Dassault, s'il y a des résultats négatifs, ils touchent pas de participation d'intéressement, mais on leur baisse pas leur salaire, sauf si on est obligé de licencier, ce qui est arrivé une fois dans les début des années 90. Mais donc honnêtement, moi je trouve que c'est fair et raisonnable. Alors après, il y a une négociation, on verra à quoi on arrive, et je suis pas contre. Compte tenu je comprends le niveau d'inflation, je comprends, etc., tout ça. Donc, il n'y a pas de blocage de ma part pour dire je vais faire comme les autres et je vais me tenir à faire 4 ou 5% d'augmentation. Qui fait 6% aujourd'hui? Pas beaucoup, hein. Donc, honnêtement, je pense qu'on est raisonnable et qu'il faut que tout le monde soit raisonnable. Après, on trouvera, je l'espère, un accord, parce que sinon, je vais être obligé d'augmenter mes prix. Si j'augmente mes prix, par exemple, sur les Falcon, je dois faire face à une compétition internationale. Donc, il y a un moment donné, tout ça, et voilà, il y a des équilibres à préserver. Sur la première question, alors je vais vous dire, pourquoi je suis serein? Je suis serein parce que nous avons obtenu ce que nous souhaitions, nous, Dassault Aviation, dans cette phase 1B, qui préfigure d'une phase 2, c'est-à-dire, je le redis, faire voler un démonstrateur. Nous avons les leviers pour faire voler un démonstrateur. Nous jouerons le jeu donc de la coopération avec nos partenaires, dès lors que eux jouent le jeu de dire qu'on est bien leader pour qu'un jour il y ait un démonstrateur qui vole à la fin des années 2020, vers 2029, qui vole et qui nous permettent de faire des choix futurs. Le vrai challenge dont vous parlez et sur lequel je suis d'accord, c'est un challenge politique. C'est pas moi qui vais négocier avec le Bundestag. Moi, je négocie avec celui qui me passe les contrats. Donc, nos armées, bien sûr, mais la DGA. C'est la DGA qui me passe les contrats. Et s'il y a quelque chose
qu'elle me demande de faire, que je ne sais pas faire ou que je ne veux pas faire, pour des raisons légitimes que j'explicite et que j'ai déjà explicitées, nous ne prendrons pas les contrats. Parce que c'est notre ADN. On ne prend les contrats que si on sait les faire. Avec des risques, hein, bien sûr, il n'y a jamais de vie sans risque. Mais donc avec les bons prix, avec les bons calendriers et avec la bonne définition technique. Et donc, si c'est de la coopération, avec les bons paramètres de règles de coopération pour que, à la fin, nos armées aient bien le bon produit, etc. Nous ne sommes pas leaders du SCAF, hein, nous sommes leaders du NGF. Donc il y a d'autres paramètres, il y a d'autres piliers, comme on dit, dans lesquels d'autres sociétés sont en charge, dont Airbus, etc. Et il y a en réalité pas de leader du SCAF, il y a des piliers dans lesquels... et on est dans une phase technologique. Moi, ce que je trouve intéressant pour ma société et pour nos partenaires français en particulier, c'est qu'on va faire voler un démonstrateur. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi dans le tuilage des équipes qui ont travaillé sur le Rafale, qui ont travaillé sur le Neurone, et qui maintenant feront voler un démonstrateur. Et puis après, l'histoire, on verra comment elle se développe dans le futur. Mais je pense que ceux qui auront à négocier avec le Bundestag, oui, ça ne sera pas facile, très certainement. L'important, ça serait de trouver des engagements qui permettent justement de s'affranchir du politique quand on définit une coopération. Ça, c'est compliqué, je reconnais. Mais on ne se substituera pas aux politiques. Excusez-moi de reprendre un petit peu le micro, Monsieur le Président. Je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit là pour le contrat phase 1B. Vous avez parlé de Schumach et de transmission. Tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, puisque moi, je suis un ancien compagnon du devoir. J'ai commencé comme Schumach et j'ai travaillé chez Dassault en 1975. Alors, quand je vois ce contrat phase 1B se mettre en place et que il y a une guéguerre pour qui est le leader, vous venez d'en parler, j'ai vécu quelque chose de dramatique à l'époque, où j'ai vu M. Marcel Dassault venir pour remettre le personnel au travail. Donc on avait eu un arrêt pendant 3 semaines de production du groupe. On avait le marché logiquement du F1 à l'époque. On s'est fait avoir, ça a été le YF16 malheureusement pour nous. Ça devait être un petit marché du siècle pour Dassault à l'époque. Donc aujourd'hui, comment vous protégez justement, comme on est un petit peu leader de la phase NGF, comment vous protégez notre savoir-faire et les brevets, etc. Hein, ça, c'est essentiel à mon avis. L'autre point, je voulais revenir un peu sur les drones. Je suis pas loin d'une base où Naval Group va lancer des drones militaires. Hein. Il y a 140 millions d'alloués là prochainement. Donc les drones dans l'avionique, je pense que c'est très important. C'est quelque chose qui va se développer à mon avis. J'aurai votre point là-dessus, Monsieur le Président. Merci. La protection de la propriété intellectuelle et des brevets qui peuvent en découler est un sujet sur lequel on prête une attention particulière, car peu de sociétés ont accumulé du savoir-faire comme nous dans le domaine des avions de combat. Même aux États-Unis, à la limite, vous voyez, c'est un coup Boeing, un coup Lockheed, un coup Northrop Grumman, etc. Bon, il y a eu des regroupements, mais voilà. Donc nous, c'est le même bureau d'études, les mêmes fabrications depuis l'après-guerre. Donc effectivement, on est très sensible sur ce sujet-là. Alors j'ai 2 remarques à faire. La première, c'est que donc on ne donnera pas nos savoir-faire gratuitement. On le fera que si c'est dans notre intérêt et l'intérêt du programme, mais dans le nôtre aussi, donc il n'y aura pas de bradage. 2, c'est pas parce qu'on protège notre propriété intellectuelle qu'on ne peut pas coopérer. On doit pouvoir coopérer. Voilà. Mais on coopère selon des règles de partage de la propriété intellectuelle. Je l'ai redit à la fin de l'année 2022. Si on fait quelque chose ensemble, cette technologie appartient aux deux. Mais c'est pas parce qu'on fait une vis de 5 à 2 qu'il faut que je donne le background de 80 ans d'expérience. Voilà. Donc, ça peut être sensible à certains endroits, ça me paraît tout à fait naturel, et je pense que, d'une manière générale, l'ensemble des partenaires industriels le comprennent très bien, car eux-mêmes protègent leur propriété intellectuelle quand il s'agit... voilà, si je prends
mes partenaires et mes amis d'Airbus, ils protègent aussi, ils donnent pas leur savoir-faire à Boeing comme ça du jour au lendemain, même s'ils devaient coopérer, ce qui n'est pas le cas du reste. Donc honnêtement, il n'y a pas de... C'est bien compris. Les politiques comprennent pas toujours ce genre de choses parce que voilà, ils s'inscrivent pas dans ce très long terme d'une société industrielle qui vit grâce à son savoir-faire depuis des décennies. Donc il faut expliquer. C'est ce que j'ai fait. Bien, écoutez, vu qu'on a écoulé l'ordre du jour, il me reste à vous remercier et à très bientôt. Bonne journée à vous.